Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout nouveau numéro de votre émission Impact. Impact, le rendez-vous du donner et du recevoir où à chaque fois on reçoit une personnalité pour parler d'un thème bien précis. Aujourd'hui, on a choisi de parler de l'impact des technologies éducatives avec bien sûr le professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, expert en éducation. Professeur, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté également l'invitation. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir conviés à cette rencontre. Je salue les auditrices et les auditeurs. Je salue aussi tous ceux qui participent à notre rencontre. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Vous aussi, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Vous pouvez également nous rejoindre si vous faites tout simplement sur les réseaux sociaux Synapse TV. Aimez notre page et aimez ce qu'on est en train de faire. Alors aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit le professeur Mary Teuw Niane qui est ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, expert en éducation. En quelque sorte, il a dirigé des réformes éducatives majeures, notamment la création de l'Université virtuelle du Sénégal. Avant sa carrière ministérielle, il a enseigné à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Son expertise en mathématiques, sa contribution également à la formation d'enseignants et son leadership continental dans le domaine de l'éducation font de lui véritablement un expert de renom dans le domaine de l'éducation numérique en Afrique aujourd'hui, raison pour laquelle on l'a choisi pour discuter de ce thème, impact des technologies éducatives. Alors, justement, on va scinder le débat en quelques parties. D'abord, on va démarrer, professeur, par l'évolution des technologies éducatives. Quelle a été l'évolution des technologies éducatives au cours des dernières années? Disons qu'il y a eu beaucoup de transformations, dans le sens où nous pouvons partir d'abord, parce que quand on parle de l'impact du numérique au niveau de l'éducation, on oublie qu'on part de choses beaucoup plus élémentaires, beaucoup plus, je dirais même primitives, comme les enseignements par correspondance, qui ont été les premiers enseignements où il n'y a pas de face-à-face entre enseignants et apprenants. Nous avons eu au Sénégal la radio et la télévision qui ont contribué à la formation. Il y a eu même tout un programme qui a été instauré au niveau de l'élémentaire pour la formation des élèves à travers le CLAD. Ensuite, petit à petit, il y a eu l'utilisation des satellites. Et ceci a été particulièrement développé par l'Université virtuelle africaine à ses débuts, avec son centre de Dakar et ensuite son centre de Saint-Louis. Et ensuite, petit à petit, l'Internet a pris le relais. Et c'est avec l'Internet que les technologies éducatives ont, je pense, pris un essor très important à travers un enseignement à distance désormais qui est non seulement, qui n'est plus localisé et qui est très, je dirais, flexible, et qui est aussi un enseignement dans lequel l'apprenant peut apprendre la même chose autant de fois qu'il le souhaite. Et ensuite, il y a aussi les outils, je dirais, de stockage de données, puisque que ce soit les clés Internet, que ce soit les autres formes d'outils de stockage de données, servent aussi, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'Internet. Dès lors que le cours ou les travaux pratiques, ou le travail d'atelier, ou le séminaire est enregistré, il peut être transmis
et ensuite visionner autant de fois qu'on le souhaite. Donc, il y a énormément d'évolutions, aussi bien les cours, je dirais, sophistiqués, modernes, scénarisés, comme on dit, que les capsules audio, que les capsules vidéo, que les cours mis en ligne sous format PDF, etc. Il y a aujourd'hui, c'est toute une variété de technologies qui sont utilisées pour développer l'enseignement, développer aussi la formation et aller même de plus en plus vers des formations technologiques de très haut niveau qu'on ne pouvait pas imaginer faire sans le matériel. Aujourd'hui, beaucoup de travaux pratiques, de travaux d'atelier peuvent être faits sans que vous ayez à manipuler quelque chose de matériel. Réparer une voiture, un moteur, il est possible de le faire sans toucher à un moteur. Vous voyez? Donc, il y a une évolution et je pense que l'arrivée malheureuse de cette pandémie de la COVID-19 a accéléré tout cela parce que jusqu'à l'arrivée de la COVID-19, l'enseignement à distance, le numérique de manière générale, n'était pas encore, je dirais, d'usage commun. C'était toujours une frange des enseignants, des apprenants et des enseignants qui l'utilisaient. Avec la COVID-19, c'est devenu d'usage commun, c'est devenu même d'usage commun dans la vie quotidienne, dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de réunions, les gens n'ont pas besoin de prendre des billets d'avion pour se déplacer ou de prendre des voitures pour se déplacer. Beaucoup de personnes travaillent chez elles, alors qu'auparavant, il fallait travailler au bureau. Aujourd'hui, beaucoup de conférences ont lieu et il n'y a pas besoin de rassembler les gens au même endroit. Donc, la question de l'éducation liée à la proximité a totalement été révolutionnée par le numérique. La proximité, ce n'est plus la distance physique entre l'enseignant et les apprenants. La proximité, ce sont les moyens numériques utilisés pour permettre le travail en instantané entre les apprenants et leurs enseignants directement. Donc, c'est un changement majeur. Alors, justement, professeur, comment les technologies éducatives ont-elles influencé la pédagogie traditionnelle? La question est très simple, vous le savez, hein? Dans l'éducation, en général, nous avons ce qu'on appelle les cours magistraux, où le professeur vient à l'amphithéâtre et délivre son cours, où il n'y a pas beaucoup de questions. Pour certains professeurs, d'ailleurs, ils refusent qu'on leur pose des questions en amphithéâtre, ce qui n'est pas le cas des mathématiciens, qui, eux, en général, même en amphithéâtre, permettent qu'on pose les questions. Ils font dans la pratique? Oui, dans la pratique, dans l'interaction. Oui. Parce que c'est ça aussi qui permet aux apprenants de mieux comprendre ce qui est enseigné. Il y a les travaux dirigés. En général, ce sont des exercices, ce sont des approfondissements du cours, ce sont des problèmes de toutes sortes qui sont posés selon les disciplines aux apprenants et qui sont traités dans une culture d'équipe, d'interaction. Et il y a les travaux pratiques où on a besoin de salles équipées, on a besoin de matériel, on a besoin de matières premières, comme on dit, pour faire ces travaux pratiques, etc. Il y a aussi les travaux d'atelier qui sont faits. Alors, les grandes transformations, c'est que l'enseignant, utilisant l'enseignement à distance, doit pouvoir intéresser
tout au long de l'enseignement, parce que lorsqu'il donne le cours à distance, il doit pouvoir intéresser l'apprenant tout au long de son enseignement. Puisqu'il n'y a plus, comme on dit, la présence physique qui est ce qui connecte l'apprenant et son enseignant. Ici, c'est pourquoi il est important qu'il puisse faire réagir constamment l'apprenant. Et que aussi l'apprenant puisse lui-même réagir par rapport à l'enseignement qui est donné. Ça transpose, je dirais, l'enseignement d'une certaine manière, puisque tout à l'heure, le cours magistral, c'était l'enseignant plutôt vers l'apprenant. Cette fois-ci, il faut trouver un cadre pédagogique qui puisse permettre que l'apprenant soit en selle, que l'apprenant soit le centre, soit le cœur de l'activité d'apprentissage. Et c'est ça qui fera qu'il ne va pas décrocher. C'est ça qui fera que ça va l'intéresser. D'où nécessairement le changement de démarche pédagogique, qui est un enrichissement par rapport au présentiel. Beaucoup de collègues qui, au départ, fustigeaient l'enseignement à distance, l'enseignement numérique, quand ils ont eu l'expérience de donner des cours ou des TD au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, ont été très surpris qu'il fallait réapprendre comment enseigner. Et après cela, les cours physiques qu'ils ont eus au niveau de l'UCAD ou de l'UGB et des autres universités, ils en ont tiré profit pour mieux enseigner à leurs apprenants. Donc, c'est, je pense, une pédagogie beaucoup plus évoluée qui met réellement l'étudiante et l'étudiant au centre du projet, ce qui n'était pas le cas de l'enseignement en présentiel. Professeur, on va parler de l'expérience sénégalaise, puisque vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des réformes éducatives majeures que vous avez menées en tant que ministre? Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que la première, sans doute, qui est très importante, c'est le fait que lorsque vous avez le baccalauréat, vous avez le droit d'être orienté à l'enseignement supérieur. Ça, c'est fondamental. Ça n'existait pas avant que nous arrivions au ministère. C'est en novembre 2012 que le Conseil des ministres, sur notre proposition, a pris la décision que désormais, tout bachelier avait droit à être orienté dans l'enseignement supérieur. C'est très important puisque cela doit pouvoir permettre au Sénégal de rattraper son retard quantitatif en nombre d'étudiants. Nous sommes très en retard. J'entends souvent, et cela m'amène souvent à réagir, qu'on a trop de bacheliers. Le Sénégal n'a pas encore assez de bacheliers. Je le répète, nous n'avons pas encore assez de bacheliers. Nous ne remplissons pas encore les critères de l'UNESCO en nombre d'étudiants. Je donne juste une comparaison. La Tunisie a autour de 12 millions d'habitants. Elle a plus de 400 000 étudiants. Exactement. Le Sénégal a 17 millions d'habitants. On est un peu plus de 200 000 étudiants. Donc, on est largement en deçà du nombre d'étudiants que nous devrions avoir pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent, pour utiliser le concept traditionnel. La deuxième réforme éducative, c'est l'équité dans l'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'orientation des bacheliers. Et cela, nous l'avons fait en utilisant le numérique.
par la mise en place de la plateforme Campusen qui permet d'orienter le bachelier à partir seulement des notes qu'il a obtenues. La suppression de toutes les interventions dans les orientations. L'autre réforme, c'est le développement de l'enseignement bimodal dans les universités. Ça a commencé un peu avant mon arrivée, avec les contrats de performance signés, que j'ai signés d'ailleurs, parce qu'elles ont été préparées un peu avant mon arrivée, et c'est lorsque je suis arrivé que j'ai signé tous ces contrats de performance des universités. Et dans ces contrats de performance, il y a un objectif, il y a 5 objectifs, mais il y a l'objectif du renforcement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Ce qui revenait à former les enseignants pour qu'ils utilisent les outils du numérique, le PowerPoint, le rétroprojecteur, le vidéoprojecteur, etc., qu'ils puissent utiliser, faire en sorte que les cours qu'ils font puissent être postés et disponibles au niveau des apprenants et qu'ils puissent aussi travailler à distance, exactement, en ligne avec leurs apprenants. C'est-à-dire qu'à la fois, ils font des cours en présentiel, mais en même temps, ils font des cours à distance. Donc ça, nous avons voulu aussi développer ça énormément dans les universités physiques existantes. La réforme majeure dans ce cadre-là, ça a été la conception et la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec les espaces numériques ouverts, qui est un projet d'enseignement à distance en tant que modalité d'égale dignité avec l'enseignement face-to-face ou bien l'enseignement en présentiel. Espace numérique, c'est-à-dire ENO. Les ENO. Ensuite, c'était la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Parce qu'il fallait, notre enseignement supérieur a des volets professionnels qu'on oublie souvent. Parce que souvent, on dit l'enseignement supérieur au Sénégal est général. Ce qui n'est pas totalement vrai. La médecine, la pharmacie, l'odontologie, c'est une formation professionnelle. Les écoles d'ingénieurs, que ce soit l'école supérieure polytechnique de Dakar, que ce soit l'Institut polytechnique de Saint-Louis, que ce soit l'école nationale supérieure d'agriculture de Thiès, que ce soit l'ISFAR, l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de Bambey, ce sont des écoles de formation à des métiers. Au sein de l'UCAD, vous avez l'EBAD, forme à des métiers. Vous avez le CESTI, il forme à des métiers. Mais quand on dit professionnalisation, c'est qu'il faut davantage d'étudiantes et d'étudiants qui soient formés dans des métiers. Et surtout, il manquait dans notre système des formations courtes professionnelles. Ce que nous avions, c'est le DUT délivré par l'École supérieure polytechnique à Dakar, le DUT délivré par l'UT de Thiès et le DUT agroécologie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, on a mis en place les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui sont des formations Bac+2 avec alternance études liées professionnelles, avec formation en situation de travail. Ça, c'est une révolution aussi dans les réformes que nous avons mises en place et nous avons lancé les 5 premiers ISEP, l'ISEP de Thiès, l'ISEP de Diamniadio, l'ISEP de Richard Toll, de Matam et de Bignona. Et nous avons commencé le projet de l'ISEP de Mbacké. Le projet était d'avoir un ISEP par région. C'est aussi la mise en place d'universités thématiques. Parce que jusqu'à présent, c'était des universités plutôt généralistes.
Et ces universités thématiques, c'est l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, qui est une université dédiée à l'agriculture. C'est ce qui constitue un rattrapage de l'alignement de la formation par rapport aux besoins du monde socio-économique. Puisque depuis 1960, tous les pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal ont dit que la première priorité au Sénégal, priorité économique, c'est l'agriculture. Or, on n'avait pas une université entièrement dédiée à l'agriculture. Donc, cette université, Sine Saloum, donc, était dédiée à l'agriculture. Il faut souligner toujours dans les réformes, qui est aussi importante, c'est la création du baccalauréat arabo-islamique. Parce que le Sénégal est un pays tout à fait, je dirais, spécial, puisque l'arabe, l'enseignement de l'arabe a précédé l'enseignement du français. Beaucoup d'historiens nous disent que l'enseignement de l'arabe a sans doute débuté au XIe siècle. Les premières universités au Sénégal, c'est l'université de Pire. Elle est du XVe siècle. C'est une université arabo-islamique. Donc, l'enseignement de l'arabe qui est développé en parallèle à l'enseignement officiel de l'État du Sénégal devait aussi aboutir à des diplômes reconnus par l'État. Et c'est en juillet 2013 que le décret créant le bac arabo-islamique a été signé et en octobre 2013, la première session du baccalauréat arabo-islamique a eu lieu. Donc, voilà un peu, je dirais, quelques-unes des réformes au niveau éducatif qui ont été mises en place. Et il y a l'université virtuelle que vous avez évoquée qui nous intéresse, l'université virtuelle du Sénégal. Comment cette université a contribué véritablement à l'expansion de l'éducation en ligne? Alors, c'est clairement, d'abord, c'était un défi. Parce que dès le début, nous avons dit que c'est une université à part entière. C'est-à-dire que nous n'avons pas créé cette université en la rattachant comme un démembrement d'une université quelconque. C'est affirmer que l'enseignement à distance est d'égale dignité que l'enseignement présentiel. Donc, et dans l'orientation aussi des bacheliers, nous avons fait en sorte que l'université virtuelle n'apparaissait pas comme une université de seconde zone. Parce qu'au moment de lancer cette université, il y a des problèmes qu'il fallait éviter. Parce que étant une modalité nouvelle, n'étant pas ancrée dans les traditions et les habitudes d'enseignement jusque-là, que ce soit l'école élémentaire, le moyen, le secondaire et le supérieur, que ce soit l'école coranique, l'habitude sénégalaise, c'est l'enseignant, il est devant les apprenants. Au Dara, le maître coranique, il est assis, il est entouré par ses élèves. À l'école primaire, on est dans une salle et il y a l'instituteur. La même chose jusqu'à l'université. Donc, cette révolution où l'étudiant va passer une bonne partie de ses études devant l'ordinateur, ça posait un problème, d'abord de légitimité et surtout de reconnaissance par rapport aux autres modalités d'enseignement. Et c'est pourquoi, dans l'orientation des bacheliers vers l'université virtuelle, l'orientation est faite de la même façon que pour aller à l'UCAD, à l'UGB, à Ziguinchor, Bambey ou Thiès. Le deuxième aspect de cette université virtuelle, c'est l'esprit d'appartenance. Parce que nous avons beau créer cette université, si les étudiants de l'UVS eux-mêmes ne se reconnaissent pas en tant qu'étudiants de l'UVS, s'ils ont des complexes en tant qu'étudiants de l'UVS, évidemment le projet ne va pas marcher. D'où
cette importance de faire en sorte que les étudiants se considèrent comme des étudiants à part entière au même titre que les autres. Et ça, l'innovation dans le projet pédagogique de l'UVS a été le développement des soft skills, ce qu'on appelle l'enseignement du leadership, du développement personnel. Ces enseignements ont beaucoup contribué à renforcer la confiance en eux-mêmes des apprenants de l'UVS. Et ce sont eux qui ont inventé à un moment donné, je crois autour de 2017, le nom UVSoise, UVSois. J'ai entendu cela pour la première fois. J'étais allé visiter l'ENO de Guédiawaye qui était en construction et les étudiants dont l'ENO provisoire se trouvait à proximité sont venus me rencontrer et quand ils ont pris la parole, ils ont s'adressant à leurs camarades, ils ont dit UVSoise, UVSois. Évidemment, j'étais aux anges parce que je me dis, l'esprit d'appartenance est là. L'autre aspect, c'est l'esprit d'équipe. Parce que la rupture, je dis bien la rupture du projet de l'UVS avec les projets traditionnels d'enseignement à distance, c'est le fait de cultiver l'esprit d'équipe. Pas seulement à travers les forats, pas seulement à travers les différentes séances au sein des enseignements, mais aussi à travers le contact physique. Parce que les étudiants de l'UVS ont des lieux où ils se retrouvent. C'est ça l'ENO. L'ENO favorise le brassage physique humain entre les étudiants, comme le fait l'université physique. Et ça, c'est quelque chose qui est une innovation majeure par rapport aux autres systèmes d'enseignement à distance. Ensuite, l'autre aspect qui a beaucoup fortifié le projet de l'UVS, c'est la crédibilité des évaluations. Parce que la vision que les gens ont de l'enseignement à distance, c'est que les gens ne se voient pas physiquement. Donc, ils vont soupçonner, est-ce que l'évaluation, est-ce que Massamba ne va pas venir se substituer à un Mademba pour faire ses évaluations et que le diplôme, les notes données, en fait, n'aient pas de sens. Et l'UVS a pu régler cela au début en exigeant que toutes les évaluations soient faites sur table en présentiel. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de suspicion possible sur l'évaluation. Et ensuite, quand les étudiants de l'UVS ont eu leur diplôme, ils ont fait les concours, ils ont fait les examens que font les étudiants des autres universités et ils s'en sont très bien sortis. Qui était une preuve que ce projet-là n'est pas plus mauvais que les autres projets qui étaient là depuis des siècles. Donc, c'est aujourd'hui une université qui est la deuxième université sénégalaise au niveau de nombre d'étudiants. Il n'y a que l'université Cheikh Anta Diop qui a plus d'étudiants qu'elle. Et je suis convaincu que si le projet de construction des ENO, des 50 ENO était terminé, l'UVS va dépasser l'université Cheikh Anta Diop en nombre d'étudiants. Parce que c'est une université qui a beaucoup de flexibilité en termes de nombre d'étudiants. Et ensuite, l'autre aspect, le dernier sur lequel je vais insister, sur l'UVS, c'est sa capacité à enseigner les disciplines de pointe. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'UVS que vous trouvez les masters d'intelligence artificielle, les masters de big data, les masters de cybersécurité, les masters de robotique, les masters de biologie moléculaire et bioinformatique, les masters de
calcul scientifique, modélisation et simulation numérique, qui sont des masters très avancés. C'est à l'UVS que vous allez trouver le plus de filières de numérique au Sénégal. C'est l'université, je dirais, elle est une université numérique, mais c'est en même temps aussi l'université qui donne le plus de formation dans les domaines du numérique. C'est important. Je rappelle, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Impact sur Synapse TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des technologies éducative avec bien sûr le professeur Mary Teuw Niane qui est un expert en éducation et ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Justement, professeur, vous l'avez évoqué, donc il y a beaucoup d'avantages, puisqu'on va parler des avantages et défis, il y a beaucoup d'avantages des technologies éducatives pour les apprenants, n'est-ce pas? Alors justement, on va parler, est-ce que vous pouvez également nous identifier pour nous, professeur, les défis majeurs auxquels sont confrontées les technologies éducatives en Afrique surtout? Alors, le premier défi fondamental, et je pense que toute l'Afrique doit s'unir, et ça à travers l'Union africaine, pour le régler, c'est l'accès de toute Africaine et de tout Africain à Internet. C'est le premier défi. Le numérique nous donne la chance de court-circuiter la question des moyens matériels. Vous savez, construire une université, c'est des milliards. Équiper une université, c'est des milliards. Mais grâce au numérique, on peut ramener ces milliards à des millions. Mais à condition que l'on ait l'Internet. Le premier défi, le village le plus lointain, le plus isolé en Afrique doit avoir Internet. Ça, c'est le premier défi. Parce que si on a ça, tout le reste est possible. Le deuxième défi, c'est l'accès. Les Anglais, c'est plus facile chez eux, ils parlent de devices. L'accès à la tablette, l'accès à l'ordinateur portable, l'accès au smartphone, au téléphone sur lequel il y a de l'Internet. Ces outils-là, il faut que l'accès soit facile pour l'enfant, pour le jeune et pour l'adulte. Parce que cela va permettre de dépasser énormément de choses. Regardez juste une question, l'agriculture. Si on a Internet partout, un cultivateur qui cultive, je prends le coton, il a son smartphone, il voit que les feuilles de coton commencent à changer. Il photographie. S'il y a un centre numérique qui s'occupe des maladies des plantes, il suffit qu'il envoie la photo. Le centre va tout de suite, même spontanément, diagnostiquer c'est quelle maladie et quel est le traitement qu'il faut faire. Et ça règle tout de suite le problème. Quelqu'un qui est quelque part où il y a des sauteriaux qui commencent à apparaître, il suffit qu'il photographie, qu'il envoie, et tout de suite les mesures peuvent être prises, ainsi de suite. Et le fait d'avoir l'Internet partout, d'avoir ces outils, c'est pourquoi dire que les élèves puissent accéder à l'ordinateur portable ou à la tablette ou autre chose, ce n'est pas de l'utopie. Ça relève de notre situation qui est une situation de pays où encore nous avons beaucoup de jeunes et quand vous avez beaucoup de jeunes, évidemment, la formation devient primordiale. Et que ces outils vont permettre d'accélérer, de démocratiser la formation, et particulièrement la formation technique et professionnelle. Alors, professeur, quelles sont les initiatives qui visent à réduire la fracture numérique en Afrique? Je dirais beaucoup d'initiatives qui se passent, qui sont parfois liées aux États, qui sont parfois liées à des organisations de financement internationaux comme la Banque mondiale. Il y en a qui sont liés à des ONG.
Il y en a qui sont même liés à des initiatives zonales, régionales, etc. Mais ce qui est, je pense, constant, c'est qu'il manque encore cette grande volonté politique de dire en 2 ans, en 3 ans, on termine avec l'absence d'Internet quelque part. Prenons notre Sénégal. Prenez l'autoroute à péage entre Dakar et ici, la sortie 9. Vous allez avoir quelque part, de temps en temps, des coupures. Vous allez entre Pire et Mékhé. Vous avez de temps en temps des coupures. Je le dis parce que c'est sur ma route pour aller à Saint-Louis. Vous allez entre Kolda et Médina Yoro Foulah. À Médina Yoro Foulah même, il y a 4G. Mais entre les deux, il y a énormément d'espace où il n'y a pas Internet. C'est-à-dire que le Sénégal est en mesure de faire en sorte que ce pays, que partout on ait Internet. Et cela réglera beaucoup de problèmes. Ça va régler le problème de santé. Nous tous, nous sommes horrifiés de voir qu'une femme, à terme, puisse mourir en donnant un enfant. Et pour beaucoup de ces situations, elles peuvent être prévenues s'il y avait des consultations avant. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gynécologue sur place. Il suffit d'avoir un échographe numérique connecté pour que la consultation puisse se faire à distance et permettre de sauver des vies. Au niveau de l'école, combien de lycées au Sénégal aujourd'hui n'ont pas de terminale S1 et S3 par faute de profs de mathématiques qualifiés? Si l'éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle met en place un centre numérique pour l'enseignement à distance, on peut y mettre des profs de maths qualifiés et les endroits du Sénégal où il n'y a pas ces profs de maths, les élèves puissent suivre ces cours à distance et avoir un enseignant qui les accompagne sur place. Cela, pour citer juste 2 cas de situation réelle du pays. Donc, c'est une question, je pense, où il faut prendre des mesures. Il y a des avancées sectorielles. Au Sénégal, il y a maintenant un centre de données. C'est important. Les universités sont interconnectées. C'est important. Mais il faut que toutes les écoles aient Internet. Alors, que ce soit au Sénégal ou en Afrique, professeur, comment voyez-vous l'avenir de l'éducation à l'ère numérique? Je pense que l'Afrique est le champ le plus approprié et je dirais le plus fertile pour le développement du numérique. Parce qu'en Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Quand vous avez toute une partie des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui n'arrivent pas à être scolarisés, le numérique a de la place pour permettre à ces enfants d'être scolarisés. Lorsque vous avez une bonne partie de la population qui n'est pas alphabétisée, le numérique a de la place pour que toute la population africaine sache lire et écrire dans une des langues qu'elle parle. Et quand vous avez le système de santé qui a des problèmes pour l'accès au système de santé, là encore, grâce à la télémédecine, il est possible de développer énormément au niveau de l'Afrique. Et c'est des questions fondamentales pour les populations africaines. Ensuite, nous le savons, l'employabilité des jeunes est liée absolument à la qualification professionnelle. Dans l'essentiel de nos pays, nous n'avons pas de dispositif large de formation professionnelle.
à cause du fait du coût des infrastructures, du coût des équipements. Grâce au numérique, grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, il va être possible de faire de la formation professionnelle grâce à des travaux pratiques, à des travaux d'ateliers virtuels. Et cela, évidemment, va permettre aussi de développer la qualification professionnelle en Afrique. Et en matière de technologie éducative, professeur, quelles sont les tendances émergentes que l'on devrait surveiller? Je pense qu'il faut surveiller fondamentalement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Il faut la surveiller. L'exemple type, c'est ChatGPT. Mais il y aura beaucoup de versions qui vont venir. Il faut les surveiller parce qu'ils peuvent être des instruments majeurs pour accélérer la formation des jeunes. Comme aussi, si mal utilisés, ils peuvent être des sortes de boîtes noires qui vont tuer dans l'œuf toute capacité d'innovation et d'autonomie de la jeunesse. C'est pourquoi il est important que le système éducatif, non pas les rejette. Ce que certains pays ont commencé à faire, c'est une erreur majeure. Ça ne se rejette pas. On se les approprie et on les utilise pour autonomiser et former davantage les jeunes. Je crois que l'intelligence artificielle va aller plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Elle va permettre de mieux former en mathématiques. Nous le savons, les mathématiques, c'est un vrai problème partout. Il y a des pays qui n'ont pas de profs de maths. Jusqu'au collège, au lycée. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra avoir beaucoup plus de spécialistes dans ces domaines. Et que les spécialistes ne seront plus seulement des enseignants, hommes, femmes, physiques. Le cerveau artificiel va aussi jouer son rôle. Il nous faut nous libérer des derniers préjugés que nous avons en disant que les seuls bons enseignants, ce sont les personnes. Cette donnée va changer énormément. Apprendre les langues, ça va de plus en plus se faire par l'intelligence artificielle. Apprendre certaines technologies, cela se fera davantage par l'intelligence artificielle. Donc pour moi, la grande révolution qui est en cours et qui impactera nécessairement l'éducation et la formation, c'est l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, en quelques secondes, quelle recherche scientifique pour les technologies éducatives de demain au Sénégal, que ce soit en Afrique? Je pense qu'il nous faut développer des recherches qui autonomisent l'apprenant. Il faut développer dans toutes les disciplines, en utilisant évidemment l'intelligence artificielle, les méthodes, les technologies qui permettent à l'enfant d'apprendre par lui-même. Parce qu'on ira de plus en plus vers cela. Tout ce qui est en train de s'amasser, de s'accumuler, ce sont autant de possibilités pour l'enfant curieux de se former par lui-même. On le voit au Sénégal. Tous ces jeunes qui sont très forts en impression 3D, qui sont très forts en robotique, qui sont très forts en intelligence artificielle, la plupart ne se sont pas formés dans les salles de classe. Ils se sont formés eux-mêmes. Donc, aidons les jeunes à apprendre par eux-mêmes et à partir de ça, l'Afrique regorgeant de jeunes, évidemment, c'est autant d'innovation et de création qui vont être sur la place publique et inventés, créés par nos jeunes Africains. Professeur Mary Teuw Niane, Synapse TV vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir dans l'émission Impact.
Et vous, amis téléspectateurs de Synapse TV, on espère que l'émission vous a plu. En tout cas, on recevait, pour rappel, le professeur Mary Teuw Niane, qui est expert en éducation et ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ici au Sénégal. Alors, avec lui, on a parlé un peu de l'impact des technologies éducatives et également beaucoup de pistes de solutions ont été délivrés par le professeur Mary Teuw Niane, que nous remercions très honnêtement. Vous aussi, on vous remercie de votre fidélité. En tout cas, nous remercions toute l'équipe technique de Synapse TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Impact. Mais d'ici là, restez branchés, scotchés, jamais déconnectés sur synapsetv.com. Merci, au revoir.